Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une expérience au cours de laquelle on va fabriquer un champ magnétique tournant. Pour cela, on aura besoin de deux bobines identiques qui vont créer le champ magnétique, chacune d'inductance L égale à 70 millihenries et de résistance petit r est égale à 22 ohms. On aura besoin aussi de la carte d'acquisition SISAM SP5 qui possède des entrées et deux sorties analogiques qu'on va utiliser comme générateur pour les bobines. Et enfin, pour détecter le champ magnétique, on aura besoin d'une aiguille aimantée qui a la propriété de suivre les lignes de champ magnétique. Donc lorsque le champ va tourner, elle va essayer de le suivre et donc elle va tourner avec lui. Pour pouvoir suivre la rotation de ce champ magnétique, on aura besoin d'utiliser une fréquence faible, soit la fréquence la plus petite qui peut être donnée par la carte d'acquisition, 1 Hz. Alors d'abord, on va voir la partie théorique de cette expérience. Vous savez qu'une bobine en régime sinusoïdal peut être modélisée par une résistance petit r en série avec une inductance L. On va l'alimenter par une tension E sinusoïdale. On va appeler I le courant qui circule dans le circuit. Alors là, il s'agit donc d'un circuit RL en régime sinusoïdal forcé. La loi des mailles s'écrit E égale RI plus L d de I sur dt. Et la solution de cette équation différentielle en régime sinusoïdal permanent donne le courant I de la forme grand I cosinus oméga t plus I lorsque le E est de la forme E cosinus oméga t. Donc il y a un certain déphasage entre le courant et la tension qu'on va noter phi. Alors pour notre cas, la fréquence est très faible, donc le phi va être petit. Et si on remplace I par son expression dans l'équation différentielle, on aura E égale, on peut mettre I en facteur, de R cosinus oméga t plus phi moins L oméga sinus oméga t plus phi. On va comparer ces deux termes-là. Et donc on a L oméga est égal à 2pi fois la fréquence fois L, soit 2pi multiplié par 1, parce qu'on va utiliser la fréquence 1 Hz, multiplié par l'inductance L qui est de 70 millihenries, soit 70 10 puissance moins 3. Et tout calcul fait, on obtient à peu près 0,44 ohms. Alors comme la résistance R est de 22 ohms, donc ce produit est négligeable. L oméga est négligeable devant R qui est égal à 22 ohms. On peut donc négliger le deuxième terme devant le premier. Et dans ce cas, on aura alors E à peu près est égal à RI. Et comme R est un réel positif, le courant et la tension vont être en phase. Et donc on aura un courant I de T de la forme grand I cosinus oméga T. Alors maintenant, on va placer notre première bobine qu'on va modéliser par une spire, comme ceci. Je vais l'appeler la bobine 1. Le courant, je vais le noter I1. Et on va appliquer la tension E1 est égal à grand E cosinus oméga T. Donc on aura I1 est égal à grand I cosinus oméga T. Et donc on aura un champ magnétique B sur l'axe. Il est porté par l'axe O1 que je vais appeler O1X. Donc le centre O1. L'axe OX, en un point que je vais noter O, le champ magnétique va être porté par cet axe et il est proportionnel, je note B1, il est proportionnel au courant I1. Donc on aura B1 est égal K fois I1 EX avec K qui ne dépend que des caractéristiques de la bobine, soit le rayon, le nombre de spires, etc.
et de la distance O1O. Donc pour un point O fixé de l'axe, K est une constante. Et donc on aura B1 de la forme B0 cosinus oméga t porté par EX avec B0 est égal à K fois grand I. Alors la deuxième bobine, je vais la placer de façon que son axe, je vais noter OY, soit perpendiculaire à l'axe OX et que la distance O1O soit égale à la distance O2O, avec O2 le centre de la deuxième bobine. Je vais noter I2, le courant qui parcourt la deuxième bobine, noter 2, puis je note 2. Et je vais lui appliquer la tension E2, maintenant, qui est égale à E sinus oméga t. Donc, comme le courant va être en phase, donc I2 sera grand I sinus oméga t. Et donc, on aura B2, le champ magnétique, qui va être porté maintenant par l'axe OY, est égal à K fois I2. C'est le même cas, parce que c'est la même distance, et les deux bobines sont identiques. Donc, on aura B2 qui est égal à B0 sinus oméga t EY. Donc là, c'est EY. Je peux le schématiser ici. Voilà. B2. Alors maintenant, le champ magnétique global, c'est la somme vectorielle. Donc le champ magnétique va être égal à ça. B. Appelons θ cet angle. Donc on aura B, le champ magnétique résultant, c'est B0, facteur de cosinus oméga t EX plus sinus oméga t EY. En utilisant l'angle θ, on peut écrire aussi que c'est B0, facteur. Pourquoi c'est B0? Parce que le module de B, d'après cette expression, c'est B0. C'est une constante. Donc c'est B0 cosinus θ EX plus sinus θ EY, puisque la projection sur l'axe OX c'est un cosinus, et la projection sur l'axe OY c'est un sinus. Et on aura donc alors, en identifiant les deux expressions, on aura θ est égal à oméga t modulo 2π, à 2nπ près. Et donc θ va augmenter avec le temps, ce qui fait que le champ va tourner dans ce sens, avec la vitesse angulaire oméga, soit avec une fréquence de 1 Hz, et donc on aura une période de 1 seconde. L'extrémité du champ magnétique va décrire un cercle de rayon B0. Si on veut un champ qui tourne dans l'autre sens, il suffit d'inverser les tensions. On applique la tension en cosinus sur la deuxième bobine et la tension en sinus sur la première bobine. Et dans ce cas, on aura B égale B0 facteur de sinus oméga t EX plus cosinus oméga t EY. Et en comparant les deux expressions avec θ, et on obtient sinus oméga t est égal à cos θ et cosinus oméga t est égal à sinus θ. Alors dans ce cas, on aura θ égale pi sur 2 moins oméga t. Ce qui fait que le θ va diminuer avec le temps, avec la vitesse angulaire oméga. Donc le champ va tourner dans l'autre sens, avec une vitesse angulaire oméga, soit avec une fréquence de 1 Hz, et donc avec une période de 1 seconde. Voilà donc l'étude théorique. On va passer maintenant à l'étude expérimentale. Le problème, c'est comment créer ces deux tensions sinusoïdales, l'une en cosinus et l'autre en sinus. C'est ce qu'on va voir tout de suite.
On commence par connecter la carte d'acquisition à l'ordinateur. Puis on relie par un fil la sortie SA1 à l'entrée EA1 par exemple. On active la sortie SA1 et on choisit une tension sinusoïdale d'amplitude 5 volts et de fréquence 1 Hz. Puis on configure l'acquisition sur un nombre de points de 5000 sur un temps total d'une période, c'est-à-dire une seconde. Comme ça, le temps d'échantillonnage sera de 200 microsecondes, c'est-à-dire une seconde divisée par 5000, le temps entre deux points successifs. Puis on choisit le déclenchement sur... On active d'abord l'entrée EA1 et on choisit le déclenchement sur EA1. C'est-à-dire que l'acquisition ne va se déclencher que lorsque la tension passe par 0 dans le sens montant. Voilà, maintenant on fait une acquisition. Voilà, on obtient une tension qui est bien sinusoïdale, d'amplitude 5 volts et de période 1 seconde. Donc, si on regarde maintenant la liste des courbes, on remarque que la variable temps a bien été créée. On peut la voir par exemple sur le tableur, en la glissant sur une colonne quelconque. On a bien le temps, la variable temps ici, qui commence par 0, 200 microsecondes, 400, 600, etc. jusqu'au dernier point, qui doit être 5000. Voilà, de 1 seconde. Maintenant, on va créer les tensions E1 et E2, l'une en cosinus et l'autre en sinus. Pour cela, on lance la feuille de calcul et on écrit les lignes suivantes. On va initialiser la tension qu'on va noter E1 avec l'instruction table de 0, c'est-à-dire on initialise toutes les valeurs de la table à 0. La même chose pour E2, égale table de 0. Toutes les valeurs initiales vont prendre la valeur 0. Maintenant, on va écrire les commandes qui définissent les tensions E1 et E2. E1 égale 5 fois cosinus cos de pi 2 fois pi fois temps, la variable temps qu'on vient de créer. La même chose pour E2. Voilà, et on lance les calculs avec exécuter, bien F2. On remarque qu'on a ici 5000, c'est-à-dire il a effectué 5000 points de calcul. Donc ça marche. S'il y a un problème de syntaxe, quelque chose, s'il y a une erreur de syntaxe, ça ne va pas s'afficher ici. Donc ça marche. Je ferme cette fenêtre et je remarque que dans la liste des courbes, on a bien les tensions E1 et E2. Je peux les visualiser maintenant. Je retire d'abord cette courbe-là, puis je glisse les tensions E1 et E2. On remarque qu'on a bien deux tensions sinusoïdales décalées, c'est-à-dire déphasées de pi sur 2, l'une en cosinus E1 et l'autre en sinus E2 qui passe par 0, à l'instant t égale 0. Donc ça marche. Et il reste maintenant à configurer les tensions E1 et E2, les sorties SA1 et SA2 sur ces courbes-là. C'est-à-dire, je vais choisir ici la courbe
E1. Puis j'active la sortie S2 et je la configure sur E2. Comme ça, sur les sorties SA1 et SA2, j'aurai respectivement les tensions E1 et E2. Puis avant de lancer l'acquisition, je dois éliminer ces commandes-là. Je les désactive en ajoutant le double slash comme ça. Je les transforme en commentaires. Voilà. Je vérifie que j'ai bien les tensions sinusoïdales SA1 sur EA1 et SA2 sur EA5. Je choisis par exemple la sortie E16. J'élimine ces courbes-là et je vais visualiser EA1 et EA5. Je vais regarder ce qu'il y a sur EA1 et sur EA5. J'annule ce déclenchement. Et je regarde, maintenant je fais l'acquisition. Voilà. J'ai bien de tension sinusoïdale. Je peux par exemple visualiser deux périodes, si je veux. Maintenant, on branche les deux bobines, l'une entre la sortie SA2 et la masse, et l'autre entre la sortie SA1 et la masse. La sortie SA1 qui est reliée à EA1. On lance à nouveau l'acquisition. On remarque que les tensions ne sont plus de 5 volts d'amplitude. Elles ne sont que à peu près de 2 volts. C'est parce que les sorties analogiques de la carte d'acquisition ne sont pas très puissantes. Elles ne peuvent pas fournir beaucoup de courant lorsqu'elles sont chargées par les bobines. Pas très grave, l'essentiel c'est qu'on a deux tensions sinusoïdales déphasées de pi sur 2. On place maintenant nos deux bobines de façon que leurs axes soient perpendiculaires et dans leur intersection on place l'aiguille aimantée. Après quelques essais infructueux au cours desquels l'aiguille faisait un mouvement bizarre, peut-être parce que les champs magnétiques réels ne sont pas très grands par rapport aux champs magnétiques terrestres, alors celui-ci perturbe le mouvement de celle-ci. Mais enfin, je suis arrivé quand même à faire tourner l'aiguille dans le sens trigonométrique. Avec mon téléphone portable, j'ai mesuré la durée de 20 tours et j'ai mesuré à peu près 20 secondes, ce qui prouve que la période est vraiment de 1 seconde. En inversant le branchement des bobines, je suis arrivé après quelques essais à faire tourner l'aiguille dans le sens contraire du sens trigonométrique. Voilà, à la fin de cette vidéo qui vous présente le principe des moteurs électriques. La partie fixe, ici les bobines, constitue le stator et la partie mobile, l'aiguille aimantée, constitue le rotor. Donc à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.